D'habitude, quand on discute de la réalité physique, de la matière qui nous entoure, on a cette attente viscérale de solidité, tu vois? Ouais, c'est clair. On veut du concret. Exactement. C'est le triomphe du bon sens. On frappe du poing sur une table en bois et bam, elle est là, bien résistante. Tout à fait. Ou on lève les yeux, on observe une étoile brûler dans le vide absolu et elle est complètement indifférente à notre présence. Depuis des siècles, en fait, la physique classique nous murmure cette histoire très rassurante. L'univers comme une immense horloge géante, c'est ça? Voilà. Pleine de rouages matériels, tangibles, et nous, on serait juste des petits spectateurs minuscules de cette mécanique cosmique. C'est hyper rassurant comme vision, hein. Et l'esprit humain adore ça. On aime quand c'est prévisible, mesurable, et surtout quand ça ne dépend pas du tout de notre propre regard. Bah oui. Sauf que se passe-t-il si on gratte un peu la surface? Ah bah là, les ennuis commencent. C'est le cas de le dire. Si on plonge tête la première dans les fondements de la mécanique quantique et de la thermodynamique, cette belle machine bien huilée, ben, elle s'évapore complètement. Absolument. Et si, au niveau le plus fondamental imaginable, l'univers n'était pas fait de matière ou d'énergie, mais que c'était plutôt un immense réseau de traitement de données, genre un gigantesque système de questions et de réponses. C'est vraiment un changement de paradigme vertigineux. Et c'est exactement ce qu'on va aborder aujourd'hui. Je suis ravie qu'on s'attaque à ça. Moi aussi, je suis prêt. Pour quiconque nous écoute, accrochez-vous bien, parce que cette immersion va nous forcer à déconstruire nos intuitions les plus profondes, sur l'espace, le temps et même sur la conscience. Bienvenue dans cette nouvelle exploration. On est le 5 mai 2026 et l'objectif de notre analyse détaillée aujourd'hui, c'est pas de faire un cours magistral ardu sur la physique, hein. Surtout pas. Non. Le but, c'est de révéler comment l'information, l'entropie, donc le désordre, et la complexité s'entrelacent pour tisser la réalité elle-même. Et pour ça, on va se baser sur une source monumentale, Oui, un recueil de textes assez dense, faut l'avouer. très dense. Ça vient du colloque de l'Institut Santa Fe de 1989, édité par Wojciech Surek en 1990. Le titre original, c'est Complexity, Entropy and the Physics of Information. C'est littéralement la Bible pour comprendre l'univers en tant qu'ordinateur quantique géant. Ouais, le Saint Graal. Et pour démarrer, il y a une proposition radicale dans ces documents formulée par John Archibald Wheeler. Wheeler, un des physiciens les plus visionnaires du XXe siècle, ouais. Exactement. Il a résumé son idée avec une phrase devenue mythique, le "it from bit". L'objet, le it en anglais, naît de l'unité d'information, le bit. Tout provient de l'information. Bon, décortiquons un peu tout ça. Parce que, honnêtement, dire que ma tasse de café est faite d'informations numériques, ça sonne comme de la mauvaise science-fiction. Je sais, c'est perturbant. Mais c'est là tout le génie de Wheeler, en fait. Il affirme que chaque particule, chaque objet physique, tire son existence de réponses à des questions binaires. Des oui ou des non, donc. Exactement, des 1 ou des 0. Prenons un photon, par exemple. Une particule de lumière basique. L'intuition classique, c'est de se dire que cette petite bille lumineuse voyage sagement de la lampe jusqu'à notre œil. Bah oui, si je mets un détecteur et que j'entends un clic, je me dis que le photon était sur ce chemin avant même que je le détecte. Comme entendre les pas de quelqu'un dans un couloir. Voilà. Et c'est ça que Wheeler détruit complètement. Ah ouais. Ouais. Il dit que penser que le photon existait quelque part avant la détection, c'est une pure illusion de notre esprit. Ce qui existe, la seule vraie réalité, c'est le clic du détecteur, l'acte irréversible. Donc avant le clic, rien. Avant le clic, il n'y a pas de position. L'univers ne nous donne pas des objets tout faits, il nous donne juste des réponses aux questions que nos instruments lui posent. C'est fou. Et Wheeler va encore plus loin, hein. Il a posé ces fameux 4 noms, comme des commandements. Les fameux interdits de la physique fondamentale, ouais. Le premier, c'est pas de régression infinie, pas de tour de tortue. Ah oui, l'idée qu'on ne peut pas diviser la matière à l'infini. Il y a un fond absolu. Le deuxième, pas de loi préétablie. Le troisième, pas de continuum. Donc l'univers est granulaire, saccadé. Et le quatrième, qui est peut-être le plus dur à avaler, pas d'espace ni de temps au niveau fondamental. L'espace et le temps ne seraient pas réels. Pas au niveau microscopique, non. Ce serait juste des illusions macroscopiques, des concepts construits a posteriori. Et Wheeler s'appuie sur la constante de Planck pour prouver ça. La toute petite constante de la mécanique quantique. C'est ça. En unité géométrique, ça donne un truc du genre 2,6 fois 10 puissance moins 66 cm². C'est minuscule. Mais ce n'est pas juste une limite de nos microscopes, c'est ça le truc. Non, pas du tout.
Wheeler dit que cette constante agit comme un drapeau cloué dans le sol. Elle nous crie que la physique est littéralement faite d'informations séparées, de bits. Ce qui est fascinant ici, c'est la conclusion qu'on doit en tirer. Si la réalité est juste une série de réponses à nos mesures, ça nous amène au principe super-copérnicien. Ah oui, Copernic nous a retirés du centre spatial de l'univers, mais Wheeler nous remet au centre de sa construction. Exactement. Le réseau quantique des actes de participation des observateurs, c'est ça qui synthétise la réalité. Le passé n'a de preuve que celle enregistrée dans le présent. C'est presque philosophique en fait. Totalement. En lisant ça, j'ai tout de suite pensé au jeu des 20 questions. Tu sais, le jeu où on doit deviner à quel mot l'autre pense. Oui, est-ce que c'est un animal, est-ce que c'est rouge, etc. Voilà. Normalement, la réponse est déjà dans la tête de la personne. Mais l'univers de Wheeler, c'est une version modifiée de ce jeu. L'univers n'a pas de réponse en tête au début. Ah, je vois. Je pose la question, est-ce solide? L'univers répond oui au hasard. Puis, est-ce vivant? Il répond non. Et c'est en accumulant ces oui et non que l'objet se matérialise. Il n'existait pas avant. La question force la réalité à s'incarner. C'est une excellente analogie. Mais alors, ça nous amène au cœur de la section suivante des documents. La limite de l'information, c'est ça. Ouais. Si tout est fait de bits d'information, la question c'est combien de ces informations on peut réellement extraire de l'univers? On aurait envie de dire une infinité si on a de bons outils. Eh ben non. Les travaux de Schumacher et le théorème de Kolevo montrent le contraire. Qu'est-ce qu'ils nous disent exactement ceux-là? Et l'illusion. En réalité, l'univers est avare. Quand on pose une question à cette particule avec un appareil de mesure, elle ne nous donne accès qu'à un seul bit d'information. Un seul bit. Un seul. Haut ou bas, c'est tout. Le reste est détruit ou inaccessible. C'est super frustrant. Des physiciens ont bien essayé de contourner ça avec le multiplexage de Wissner, non? Oui, ils ont essayé de coder plusieurs messages dans des propriétés complémentaires d'une même particule. Et ça marche? Non. L'univers a verrouillé la porte. Dès que tu lis le premier message, ça détruit complètement le second. Tu ne peux en lire qu'un. La conjecture d'Everett le valide aussi. L'information est bridée par l'entropie du sous-système. L'univers protège ses données, genre vraiment agressivement. Mais attends, il y a quand même cette histoire incroyable découverte par Wouters sur l'accessibilité locale. Ah oui, l'économie de la mécanique quantique. C'est ça. Prendre deux particules intriquées, liées à distance. Wouters a montré qu'il suffit de 15 paramètres, 15 probabilités indépendantes pour définir complètement leur état. Et le truc de fou, c'est comment on les obtient. Grave. L'analogie qui m'est venue, c'est de regarder un tableau pointilliste. Tu sais, fait plein de petits points de couleur. Oui, comme les peintures de Seurat. Exactement. Logiquement, pour comprendre l'image globale du tableau, il faut reculer et voir tous les points ensemble, interagir. Ça paraît logique. Mais Wouters nous dit qu'en mécanique quantique, on peut comprendre l'image globale, les 15 paramètres, juste en mesurant les points individuellement au niveau local, sans jamais réunir les photons. C'est une optimisation absurde de la part de l'univers, hein. Et ce qui est d'autant plus dingue, c'est que si la mécanique quantique était basée sur des nombres réels classiques, ça ne marcherait pas. Ah bon? Ouais. L'accessibilité locale dépend du fait que l'univers utilise des nombres complexes avec des mathématiques imaginaires. C'est le seul moyen pour l'univers d'optimiser l'information qu'il nous donne. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que jusque-là, on parle de bits, d'observateurs, c'est très conceptuel. Mais tout ça, poser des questions, extraire des réponses, ça a un coût. Un coût énergétique bien réel, oui. Exactement. Ce n'est pas de la pure philosophie, on rentre de plein pied dans la thermodynamique et les sources ramènent sur le tapis un vieux paradoxe, le démon de Maxwell. Ah, ce fameux démon. Il a donné des sueurs froides aux physiciens pendant des décennies. Rappelle-nous vite le paradoxe, avec la version de Shellard. C'est un moteur conceptuel ultra simple. Imagine un cylindre microscopique avec une seule molécule de gaz à l'intérieur. Une seule molécule qui rebondit partout. Voilà. Et on place un démon, une petite entité intelligente, qui observe la boîte. Il glisse une paroi au milieu, il regarde, la molécule est-elle à gauche ou à droite. Donc il acquiert un bit d'information. C'est ça. Et grâce à cette simple information, il peut attacher un petit poids du bon côté. La molécule va taper sur la paroi, pousser le poids et générer du travail mécanique. Donc il crée de l'énergie gratuite, juste avec sa connaissance. Il viole la deuxième loi de la thermodynamique. En apparence, oui. On aurait le mouvement perpétuel. Mais la solution au paradoxe, amenée par Landauer et Bennett, est brillante. Oui, j'ai adoré lire ça. Le coût, ce n'est pas de mesurer ou d'observer, c'est ça? Exact. Le coût, c'est l'effacement.
Pour que le démon puisse recommencer son cycle, il doit vider sa mémoire, remettre le système à zéro. Et c'est cet effacement qui coûte de l'énergie. Combien d'énergie exactement? La formule est stricte. La constante de Boltzmann fois la température fois le logarithme naturel de 2. L'oubli génère une chaleur qui compense l'énergie gagnée. La thermodynamique est sauve. Et c'est là que Zurek, l'éditeur de ces travaux, intervient de façon magistrale. Il propose une nouvelle équation pour l'entropie physique. Oui, il dit que l'entropie physique, c'est l'entropie de Shannon, donc notre ignorance, plus la complexité algorithmique. La taille du plus petit programme informatique pour décrire ce qu'on sait. Exactement. Mais du coup, moi j'ai eu une objection en lisant ça. Je me suis dit, et si le démon est un génie de l'informatique? S'il trouve des régularités algorithmiques dans les mouvements de la particule et qu'il zippe le fichier? Un logiciel de compression, carrément? Bah oui, s'il compresse les données, sa mémoire ne se remplit pas vite, donc il n'a presque rien à effacer et il ne dépense pas d'énergie. Cela soulève une question importante et c'est tout le cœur du sujet. C'est exactement ce que l'univers nous force à faire. Attends, la compression de données. Oui, la capacité à compresser l'information, à trouver des modèles élégants au lieu de retenir du bruit brut, c'est ça qui détermine l'efficacité d'une intelligence dans l'univers. C'est dingue. La thermodynamique force littéralement l'univers et nous-mêmes à compresser l'information pour économiser de l'énergie. Waouh! Donc l'information dicte la thermodynamique des atomes. C'est déjà énorme. Mais les documents de Saint-Afé poussent le bouchon beaucoup plus loin, à l'échelle cosmique. Les objets les plus massifs de l'univers, les trous noirs. Oui. Si on applique cette histoire d'information au trou noir, on tombe sur l'entropie de Bekenstein-Hawking. L'entropie d'un trou noir, c'est la mesure des configurations englouties proportionnelles à sa surface. Et là-dessus, le modèle de Mukhanov est fascinant. Il propose que le trou noir lui-même soit quantifié. Il ne grandit pas de manière fluide, c'est ça? Non, il a des niveaux d'énergie discrets. Quand il absorbe de l'information, sa surface augmente obligatoirement par des sauts fixes. De combien? Une augmentation minimale de 4 fois le logarithme de 2, R de Planck. L'augmentation est un multiple de bits d'information. C'est incroyable! Et le rayonnement de Hawking, la chaleur qu'émet le trou noir, ce serait quoi alors? Ce ne serait que la manifestation de ces sauts quantiques quand le trou noir passe d'un niveau d'information à un autre. Mais il y a pire, ou plutôt plus fou, avec les travaux de Takagi sur l'effet Unruh. Ça m'a retourné le cerveau. Ah, l'observateur accéléré dans le vide. Attendez, je résume. Vous êtes dans le vide absolu, spatial, glacé, zéro particule. Mais si vous vous mettez à accélérer uniformément de façon continue, soudainement vous percevez ce vide comme un bain thermique ultra chaud. L'espace vide devient brûlant. C'est totalement contre-intuitif. Mais d'où vient cette chaleur s'il n'y a rien? La simple ignorance crée de la température. C'est exactement ça. En accélérant, l'observateur crée un horizon de Rindler, une barrière qui l'empêche d'avoir accès à une partie de l'univers. Donc il perd de l'information. Voilà. Et comme on vient de le voir, le vide quantique, c'est un réseau d'intrication géant. En perdant accès à la moitié du réseau, l'état pur du vide devient incertain pour lui. Il y a une perte massive d'informations. Et cette perte se transforme en chaleur. Ce qu'on ne peut pas voir se manifeste sous forme de thermodynamique. La chaleur, c'est juste le prix de notre ignorance. C'est brillant. Et Takagi mentionne un paradoxe amusant avec la géométrie. Si on était dans un espace-temps à seulement 3 dimensions, l'accélération ferait que les statistiques s'inversent. Les photons de lumière se comporteraient comme de la matière avec des statistiques de Fermi-Dirac au lieu de Bose-Einstein. L'information est complètement modélée par la structure de l'espace. Ce qui nous amène à la question ultime. Si l'univers est un gigantesque algorithme thermodynamique, pourquoi on le comprend? La question de l'intelligibilité. Oui. Pourquoi nos petits cerveaux biologiques de primates arrivent-ils à décoder tout ça? Paul Davies s'étonne de ça, et il cite le mathématicien Richard Hamming. La fameuse citation des moutons. Oui. N'est-il pas miraculeux que 6 moutons plus 7 moutons fassent 13 moutons? C'est tellement basique et pourtant... C'est pas une garantie, à la base. Non, ça rejoint l'hypothèse de Church-Turing. Les lois de la physique permettent littéralement la calculabilité. L'univers aurait pu être un chaos incalculable. Genre, si les lois étaient légèrement différentes, on ne pourrait même pas faire une addition. Absolument. L'addition pourrait être un processus physiquement incalculable. L'univers évite le chaos pur en étant, comme on disait, algorithmiquement compressible. On peut trouver des équations courtes pour décrire des trucs immenses.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour notre audience? Si notre cerveau peut découvrir une théorie du tout en quelques siècles, ça veut dire que le code source de la réalité est super succinct. Si on relie cela à la vue d'ensemble, Davis revient à la création de l'univers, le Big Bang. Oh, là, on remonte loin. À l'époque de Planck, au tout début, le volume géométrique de l'univers était quasi nul, non? Oui, tout était concentré. Donc, en appliquant la limite de Bekenstein-Hawking, l'idée que l'information dépend de la surface, l'univers en tant qu'ordinateur avait une capacité de mémoire proche de zéro à ce moment-là. Une bande magnétique vierge et minuscule. La calculabilité de l'univers a donc dû évoluer au fil du temps, en grandissant. Exactement. L'univers a appris à calculer. C'est monumental. Et je pense qu'il est temps de ramener ça à nous pour quiconque nous écoute en ce moment. Comment on applique ça au quotidien? Eh ben, on réalise que la connaissance n'est pas passive. Ce n'est pas juste apprendre des faits. Chaque fois que nous observons quelque chose, chaque fois qu'on pose une question à la réalité, on n'absorbe pas juste de l'information, on réduit littéralement l'entropie à notre niveau. On agit comme le démon de Maxwell. C'est ça. En posant des questions, on participe à la solidification de la réalité, on ordonne le chaos quantique. Et j'aimerais lancer une dernière réflexion vertigineuse, basée sur les idées de Davies, pour nourrir les esprits. Vas-y, je suis prête. Si la capacité de traitement de l'information de l'univers dépendait de son expansion spatiale, et qu'à l'instant du Big Bang, cette capacité était presque nulle, Oui? cela signifie-t-il que les lois de la physique elles-mêmes n'existaient pas avant d'avoir l'espace nécessaire pour être calculées? Oh! Les lois de la nature ont-elles émergé du néant, en même temps que la matière, s'écrivant au fur et à mesure que l'univers avait la mémoire pour les stocker? Wow! L'univers en train d'écrire son propre code en temps réel. C'est une pensée incroyable sur laquelle méditer. En tout cas, à tous les esprits curieux qui nous ont suivis dans cette analyse détaillée, continuez de poser des questions. Oui, n'arrêtez jamais. Car au final, sans vos questions, la réalité elle-même n'aurait pas de raison de se matérialiser. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour une nouvelle exploration de l'impossible.